à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs. 2020, elle semble avoir démarré sous de bien tristes auspices pour la presse béninoise. Au petit matin du 4 janvier, à 5h30, l'un de ses animateurs aura été cueilli à froid chez lui pour publication supposée d'informations mensongères. Aristide Fascinon-Rompevi, rédacteur en chef de la presse en ligne, l'autre Figaro, est depuis privé de liberté. Un autre coup dur pour la presse béninoise, groggy, dit-on, fin 2019, avec la fermeture de la radio Soleil FM et l'arrestation suivie de condamnation à 18 mois de prison ferme du journaliste d'investigation Ignace Sosso. Un dossier encore fumant. Pieds et mains presque liés, la presse béninoise devra faire désormais sa mue ou se réinventer, avec certains analystes. Arrestation de journalistes et fermeture de médias sous le régime Talon. La presse dans un engrenage infernal ou à la croisée des chemins. Le débat avec l'un des responsables d'une des structures fêtières de la corporation et un consommateur, pas des moindres, de produits de presse. À ma droite, déjà sur ce plateau, Marcel Zoumeno, il est le secrétaire général de l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique des médias, et assistant par ailleurs du directeur d'application de la Nouvelle Tribune, Marcel Zoumeno, qui n'est plus à présenter. Marcel Zoumeno, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre une fois encore à cet appel. Ce n'est pas aisé pas facile d'avoir revenu sur presque les mêmes sujets. Tout à fait. Merci quand même pour la disponibilité. En face de vous, Dieudonné Lokosso, panafricaniste, il est l'ancien secrétaire général de la CSA Bénin. L'homme aura été de tous les combats. Dieudonné Lokosso, bonjour. Bonjour. Et merci aussi pour la disponibilité. C'est tout un plaisir pour moi. Journaliste, plus du tout, hésitons de porter fièrement ce titre en République du Bénin. Perte d'emploi, précarité d'emploi ou arrestation serait depuis peu la hantise d'une corporation presque aux abois. Aristide Fascinon-Rompevi, maintenu assis au commissariat de police depuis le 4 janvier au lieu d'être au niveau de sa rédaction, la situation donne plus que du frisson. À plus d'un, certains en sont révoltés, mais presque impuissants. Et Marcel Zoumeno, la situation devient, dit-on, plus que préoccupante pour les journalistes béninois. Très préoccupant, mais avant d'aborder le sujet, permets-moi de dire au moins heureuse année à tous les téléspectateurs de Sika TV qui ont l'habitude de nous suivre et qui nous font le retour par rapport aux émissions que nous faisons ici. Je suis personnellement peiné par le cas Aristide Rompevi. Aristide Rompevi, c'est un ancien journaliste de la Nouvelle Tribune. Il a été notre correspondant dans le Monokofo. Et curieusement, je suis en train de travailler sur un projet ces derniers jours. Il devait m'aider à avoir des contacts à l'Okosa plus précisément. Et curieusement, le 3, j'ai commencé par lui écrire le 3 ou le 4 et j'ai constaté qu'il ne répondait plus. Et c'est quelques minutes après que j'ai vu le message qui m'informait qu'il a été arrêté. Je suis très peiné pour ce confrère, un ami, qui n'avait rien d'un journaliste indélicat, un monsieur très poli, très racé, même très courtois quand il veut parler. Et moi, j'ai été surpris qu'il ait fait la cible. Mais je sais qu'il m'avait dit que depuis un certain moment, qu'il était sur des dossiers qui dérangeaient des autorités au niveau de sa région. Est-ce que ça a contribué à son arrestation? Je ne saurais le dire, mais chaque fois qu'un journaliste est arrêté, emprisonné de cette manière, moi je me sens concerné, je me sens aussi arrêté. C'est pourquoi d'ailleurs la dernière fois, je disais ici sur le plateau que je me suis constitué prisonnier en suicide depuis que notre confrère et ami Ignan Soso a été arrêté. Confrère et ami pour lequel, avec un certain nombre de confrères, nous sommes en train de faire des actions. Nous sommes même allés le voir en prison le 31 décembre dernier. Et voilà. Ok, de la douleur simplement. Oui, vous qui êtes consommateur de produits de médias, récemment vous étiez justement sur ce plateau. La question que beaucoup se posent désormais, c'est que faut-il faire dans un environnement qui visiblement devient de plus en plus hostile? Bon, mais avant de répondre à cette question, je voudrais aussi saisir l'opportunité pour vous présenter mes meilleurs vœux. Merci beaucoup. 2020 et à tous les journalistes de cette station qui
je dirais, ont le courage et le mérite de faire honneur à la presse béninoise. Parce que ce n'est pas aussi facile dans un environnement hostile où tout le monde chante le bonheur ou bien, je sais pas, du pouvoir, tout le monde fait l'apologie et tout le monde fait l'apologie du pouvoir. Mais vous efforcez de vous mettre au-dessus de la mêlée en équilibrant les informations. À vos auditrices, à vos téléspectatrices et téléspectateurs aussi, je souhaite de meilleurs vœux et que tout ce que nous voyons depuis 2019, avec le changement de la direction de la HAC, et les mêmes phénomènes se répètent. Donc je regrette qu'on embastille les journalistes qui ont la liberté de dire ce qu'ils pensent et de ne pas verser dans un panégyrique ridicule. Alors donc, moi je suis peiné, je suis triste lorsque j'entends chaque fois qu'on a arrêté des journalistes. Ce sont les martyrs du système. Donc, un jour, l'histoire retiendra. Tous ceux qui sont jetés en prison pour leur opinion, ils sont les martyrs, c'est ce que je dirais. Et en cela, votre confrère Léonce Mbadi, qui a pris la fuite, il a raison. Je trouve aujourd'hui qu'il a été bien renseigné et il a fui. Donc, bon, ce n'est pas parce qu'il est peureux, mais on ne peut pas jeter quelqu'un en prison pour ses opinions. Ça, je le condamne et je suis solidaire avec les concernés. Quand on a fini de dire ça, on ne peut pas jeter quelqu'un en prison pour ses opinions, on doit non plus, Dieu donne le coup, oublier qu'il y a eu des tests qui ont motivé ce à quoi on assiste actuellement. La plupart de ses confrères, c'est au nom de la loi sur le numérique qui, malheureusement, a conduit à ces arrestations qu'on dénonce aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas voir autrement donc le problème aux journalistes, peut-être de faire un peu plus dans le discernement, dans la prudence, mais au-delà aussi peut-être appeler à un toilettage de ce test? Non, moi je pense que c'est des alibis, c'est des lois liberticides. Donc moi, je ne saurais accepter ça sous quelque forme que ce soit. Donc, si c'est ça, les journalistes de Canard enchaîné, Libération, Humanité, tout ça, là, ces journaux qui foisonnent en France, qui critiquent même les chefs de l'État, mais on aurait déjà emprisonné tout ce monde-là. Il n'y aurait plus la presse. Que vous avez des structures fêtières qui, moi, vous m'excusez beaucoup, j'ai été syndicaliste et on a vu. Donc, les structures fêtières doivent aussi donner de la voix. Mais pourquoi ne pas décréter une journée presse morte? Bon, au moins, il ne s'agit pas seulement de sortir des communiqués de condamnés. Le président de la HAC, moi je le prends au mot. Ici, en prenant fonction, il a dit qu'il n'est lié à personne et que lui, il fera son boulot. Mais depuis qu'il est arrivé, si nous faisons la comptabilité, au moins 3 2 journalistes ont été déjà pris, et c'est un flagrant délit, je ne sais pas, et jetés en prison. Un à 18 mois, il s'agit de Ignace Sossou, que je ne connais pas, et le second qu'on est allé cueillir dans son lit comme un vulgaire bandit, lui aussi il est jeté en prison, et le crime le plus imparfait, c'est la fermeture de votre consoeur, la radio Soleil FM. Et chaque fois qu'on attaque un journal, chaque fois qu'un journal
est fermé. C'est pour moi, c'est le deuil. C'est pas. On doit accepter, même si on est dans un même parti, on doit accepter la différence. C'est vrai, le cœur n'est vraiment pas à la joie. C'est tout peut-être que le sujet est de plus en plus abordé, mais Marcel, comme je le demandais tout à l'heure à votre vis-à-vis, est-ce qu'il ne faut pas aussi prendre en compte ce qu'on peut considérer comme un nouveau paramètre, que s'il y a eu ces situations, surtout ces cas d'interpellation et d'arrestation, cela a été motivé par un test de loi qui aurait pu ne pas être appliqué aux hommes de médias. Et de ce point de vue, pourquoi ne pas faire un plaidoyer simplement pour une relecture et revenir d'une manière ou d'une autre à la case départ, en se basant désormais alors sur le code de déontologie pour opérer. Je crois que je l'ai dit ici la dernière fois, et pour moi, ce qui est en cause, ce n'est pas les tests. Ce qui est en cause, c'est l'application qu'on a fait. En fait, aujourd'hui, quand vous regardez tous ceux qui ont eu des problèmes, les confrères, depuis le cas Kazmi Peyo jusqu'au dernier cas, celui d'Aristide Mpévi, on leur oppose la loi sur les numériques. Mais quand on dit ça, ça me fait rire parce qu'en réalité, j'ai l'impression que les responsables, que ce soit du secteur de la justice, mais aussi les responsables politiques, ne maîtrisent pas aujourd'hui les enjeux de notre métier. Il n'y a pas un seul journaliste, qu'il soit de la presse écrite, de l'audiovisuel ou des autres secteurs, dont les produits ne se retrouvent pas aujourd'hui dans le numérique. Votre radio a un site, et même peut-être en ligne, vos productions sont sur Internet. Quand vous prenez, la plupart des radios aujourd'hui sont en ligne aussi, la plupart des journaux en ligne. Alors, je ne vois pas là où se situe le débat. On dit non, il faut faire la part de quand vous écrivez et ça se retrouve dans le numérique. Alors, vaut mieux dire que nous sommes prêts à arrêter tous les journalistes, puisque tous les produits des journalistes désormais se retrouvent dans le numérique. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas les lois qui sont en cours, c'est l'application qu'on a fait. En vérité, c'est que quand vous avez le statut de journaliste, les tests de la République, les tests pour lesquels nos aînés, nous-mêmes, nous sommes battus, on dit qu'on ne peut plus arrêter un journaliste pour délit de presse. Mais je ne sais pas si c'est le gouvernement ou bien si c'est les autorités judiciaires ont trouvé le mécanisme pour transformer les délits de presse en des délits de droit commun, où on vous traite comme un cybercriminel, comme un voyou, et on vous juge en tant que tel. Et c'est là le débat, et c'est pourquoi quand le doyen et M. Lokossou disaient tout à l'heure que nos corporations doivent se réveiller beaucoup plus et aller peut-être demander des explications ou bien demander à rencontrer les autorités, et surtout les autorités du pouvoir judiciaire. C'est tout comme si ils sont devenus subitement étrangers à tout le combat qui a été fait dans ce pays. C'est avec eux qu'on a fait le combat. Ces combats n'ont pas été faits sans les acteurs judiciaires. Quand nos aînés faisaient le combat pour qu'on ait les nouveaux tests, tous les acteurs, il y avait des magistrats qui étaient impliqués dans tout ça. C'est tout comme s'ils ont oublié tout ce passé. Je dis et je répète qu'il n'existe pas aujourd'hui dans notre pays des dispositions légales qui permettent encore d'arrêter des journalistes pour délit d'opinion. Ça n'existe pas. Mais les gens ont trouvé le mécanisme, loi sur le numérique. Et tout aujourd'hui, c'est numérique. On dit non, loi sur le numérique. Et une fois que quel écrit d'un journaliste ne va pas se retrouver, quelle production d'un journaliste aujourd'hui ne va pas se retrouver dans le numérique, c'est un faux débat. Et c'est justement, comme l'a dit l'aîné, un alibi pour mettre les journalistes en prison. Et enfin, si on s'en tient au test, quel test dit qu'il faut aller chercher les journalistes dans leur lit? C'est quoi? C'est le Gestapo? C'est quel test? Moi, je veux que les autorités me disent les tests qui disent que désormais, pour arrêter les journalistes, même si on nous appliquait le fameux code du numérique, c'est dans leur lit qu'il faut aller les prendre. Kazmi on est allé le chercher dans son lit. Ignace, on est allé le chercher dans son lit. Aristide, on est allé le chercher dans son lit. Qu'on nous donne sur la base de quel test on peut aller chercher les journalistes dans son lit. C'est pas élégant et ça ne donne pas une bonne impression du Bénin. Ça ne donne pas une bonne impression du Bénin. Mais est-ce qu'on doit remettre vraiment en cause la forme sous laquelle ces opérations désormais se font envers les professionnels des médias? Il y a d'autres voix qui s'élèvent pour dire, au-delà de tout, il faut reconnaître que le Bénin vit une nouvelle ère et que les professionnels des médias sont des citoyens comme tout autre. Et en tant que tel, on doit pouvoir souffrir qu'on les traite comme
Monsieur Tout le Monde. Qu'est-ce que le syndicaliste qui a été de tous les combats, de tous les combats, voilà, pense de ces opinions qui se chevauchent? Non. Lorsqu'on commence cette dérive-là, à l'arrestation, je dirais, fantaisiste des journalistes, un jour, ça peut arriver à d'autres. Vous appelez ça arrestation fantaisiste? Ah oui, pèse bien mes mots. Donc, mais demain qu'on aille chercher, pour le moment, bon, le syndicat est muet, mais ce mutisme-là ne signifie pas l'abandon du combat. Alors, donc, c'est un faux calme pour moi. Alors, donc, à cette allure, on finira par arrêter les syndicalistes. J'ai vu la brave dame Mathurine Sosoupé, plutôt. Mathurine Sosoupé, première secrétaire général adjoint de la CSTB, sortir des choses ici. Et j'ai eu honte, parce que le Bénin ne vit pas en autarcie. Tout ce que nous faisons, il y a le regard extérieur. Donc, quelqu'un a pris 4 milliards et s'est évaporé. On n'en parle point. Alors, donc, les journaux ont parlé de ça. Si c'était faux, on allait les prendre. Donc, les motifs pour lesquels on arrête les gens, moi, je ne refuse pas. Si quelqu'un enfreint à la loi, on peut le prendre. Mais aller chercher quelqu'un dans son intimité, c'est pas une bonne chose. Donc, moi, je crois que on doit revoir la méthode et comme je le pense en toute sincérité, ce n'est pas les arrestations qui vont freiner l'élan patriotique des journalistes. La preuve, on a fermé Soleil FM, on a arrêté des gens. Monsieur Peugeot, il continue toujours de parler. Et là encore, le verbe est devenu haut. Donc, moi, je pense que tout ça, ces mesures-là, pour moi, ce sont des intimidations. Et les gens ne doivent pas baisser les bras. Ils doivent faire leur travail. Mais ce que je souhaite, c'est que les structures syndicales, l'ODEM, le PMB, n'ont qu'à se revoir pour voir que votre métier est en danger. À cette allure, tout le monde va fuir comme pour se mettre à l'abri, et comme votre compatriote Léon Songbagi, qui écrit aujourd'hui. Moi, j'ai encore acheté son dernier ouvrage, que je n'ai pas encore lu, mais c'est pas élégant, quoi. Que la peur gagne la maison presse et que ça devienne déserte, il n'y aura qu'un pas. Mais Marcel Zoumenon, comme je le disais, vous êtes secrétaire général au niveau de l'ODEM. Qu'est-ce qu'on fait pour la remobilisation de la troupe, pour maintenir le mental et aussi peut-être une petite éducation citoyenne à l'interne pour que la maison continue de mieux se porter? Car on a comme l'impression que effectivement c'est désormais la débandade. Je ne vous dis pas, d'autres confrères ont déjà été invités pour opiner sur ces questions. Il y en a qui ont dit oui, je viens, mais par la suite vont faire profil bas et n'ont pas pu répondre à l'appel. C'est difficile désormais de parler. Oui, très difficile de parler. Mais je voudrais qualifier un peu le rôle que joue l'ODEM. En vérité, nous avons une structure qu'on appelle... Avant de venir à ce rôle que l'ODEM joue, Marcel Zoumenon, j'ai failli dire Vincent, et Dieudonné Lokossou, alors une bonne nouvelle à l'instant pour nous, le confrère cueilli le 4 janvier, trop tôt, Aristide Rompavi, et voilà, le procureur, après l'avoir écouté, a fini par le libérer. Nous apprendons à l'instant votre réaction. Je suis tenté de demander. Je répète mes mots. J'ai dit tout à l'heure que je connais Aristide. C'est pas un journaliste indélicat. C'est quelqu'un de très poli, qui est scrupuleux quand il veut parler. Et j'avoue que j'étais dans une mission. Non, j'ai pas eu le temps de savoir réellement pourquoi on l'a arrêté. Mais je doute fort qu'on puisse lui reprocher, par exemple, d'avoir tenu des propos injurieux ou bien d'avoir dit quelque chose qui est d'une idée de toute des informations mensongères. Donc moi, je suis heureux pour lui qu'il puisse vite retrouver la liberté. Je sais que c'est quelqu'un aussi qui ne veut pas subir
c'est un résistant, si je peux parler comme ça. Dans la presse, c'est un résistant. Et moi, je suis très content pour lui, pour cette libération. Alors, une bonne nouvelle, Dieudonné Lokossou, encore que, pendant que vous êtes encore sur le plateau, Aristide, ça fait un cas en moins. Ouais, mais les autres cas aussi, on n'a qu'à les régler de la même manière. Même si les faits ne sont pas les mêmes. Et quand on emprisonne des gens, ça motive, ça devient une source de motivation pour d'autres. Donc lui, il a dit par exemple qu'il est un prisonnier en sursis. D'abord, on a fermé sa rédaction. Comment vivent-ils les journalistes de cette rédaction? Les gens ne pensent pas que si l'État même n'est pas en mesure de prendre tous ces journalistes-là qui se débrouillent, ils ont des enfants derrière. Les collègues, vos collègues de Soleil FM, est-ce que si on a fermé, c'est la faute du promoteur? Si vous ne travaillez pas, comment est-ce qu'on va vous rémunérer? Donc, l'État n'a qu'à voir tout ça. Et je ne dis pas de fermer sur les yeux sur les cas avérés, flagrants, mais pour un oui ou un non, prendre les gens. Bon, moi je remercie le procureur là, qui a fait son boulot. Si réellement le confrère est libéré, on ne peut que saluer ça et apprécier. C'est officiel, c'est officiel, oui. Ok, donc moi je suis vraiment content. Mais je dis que les organes qui dirigent, les associations qui dirigent la presse d'une manière générale doivent vraiment revoir leur stratégie. Alors, on peut pas, tout le monde ne peut pas se taire dans le pays. Et vous avez, quand tu parles de résistance, on va penser que vous êtes de l'autre côté. De l'autre côté, oh là là. Ouais, donc la résistance est dans la tête. C'est vrai. Donc moi, je ne me déclare pas résistant. Je suis un ancien syndicaliste. J'ai tenté de mettre quelque chose en place qu'on a étouffé. Mais moi, ça ne me dit rien. Et ce que j'ai, c'est dans ma tête. Marcel Zoumenon, vous parliez de l'ODEM, mais avant d'y revenir, je revenais sur certains mots qu'Aristide Roumpavi a prononcés alors qu'il a été interpellé. Il a précisé que ces informations ne venaient pas de lui. Il n'a pas porté ces informations, il n'en est pas l'auteur, c'était ses mots. Mais ensuite, il a rappelé que là où il est, qu'il ne sait pas pourquoi il ira chercher Noise. Il n'est qu'un journaliste qui veut vraiment faire son métier en toute quiétude. Ce qui est plus triste pour lui, ce sont ces mots. Marcel Zoumenon, beaucoup ont eu de pincements de cœur, moi y compris, lorsqu'on l'écoutait. Il dit, je n'ai même pas les moyens pour me payer un avocat. Et dans quelle situation je me retrouve? C'était un peu ces mots. Qu'ensuite, ça replonge un peu à la situation même du professionnel des médias au Bénin. Oui, c'est la première chose, le premier combat que nous devons faire en tant que journalistes, faire le combat pour nous affranchir de la précarité. Vous savez faire le combat pour nous affranchir de la précarité. Oui, puisque au finish, j'ai fini par comprendre que nous sommes là à servir tous les autres. Nous servons les syndicalistes et beaucoup les hommes politiques. Mais aujourd'hui, on comprend que les hommes politiques se sont entendus. Ils se sont entendus pour prendre le gros lot du gâteau et ont oublié les journalistes qui ont passé toute leur vie à faire leur promotion. Moi, au moins, j'ai pendant toute ma carrière fait l'effort du récit critique, mais je connais des gens qui sont toujours dans la démarche d'accompagner les hommes politiques et donc qui les aident à faire leur communication. Et quand vous les voyez, ils n'ont pas une situation reluisante. Mais moi, ces dernières années, si j'ai eu l'opportunité de sortir du pays et quand je vois d'autres confrères, je me compare et je trouve que nous faisons le même métier, peut-être sur le même continent, mais quand vous voyez le niveau de vie, c'est totalement différent de ce que nous avons aujourd'hui. Donc, nous avons un combat à faire. Nous devons nous organiser pour faire ce combat, pour sortir de la précarité. Ça, c'est ça. Parce qu'en réalité, le problème que nous avons aujourd'hui, qui fait que la plupart de nos confrères sont obligés d'aller se soumettre au pouvoir, aux hommes politiques, pour faire de la communication. Moi, je vous confesse ici que
quand je fais mes émissions et quand je me retrouve dans un milieu où je rencontre d'autres confrères, et tous me disent, bon, toi au moins tu as le courage de dire. Nous, on ne peut pas dire parce que si on dit, on ne peut plus manger. Toi, peut-être, tu as d'autres choses là, tu peux aller chercher de l'argent ailleurs, tout ça. Mais nous, on ne peut pas le faire parce que nous ne pouvons pas critiquer ceux qui nous donnent un peu à manger. Et donc, c'est ça le problème. Plus ils sont précaires, plus ils sont dans des situations sociales déplorables, plus ils sont vulnérables, plus on peut les manipuler facilement, ils peuvent se soumettre. Et donc, la bonne presse, la presse de qualité ne peut pas être une presse de soumission. Je crois, je continue de le dire, le chef d'État lui-même l'a dit quand il était en campagne, et on ne peut pas, quand nous voulons une vraie démocratie, avoir une presse qui accompagne et qui est soumise. Et je crois que c'est des combats de notre époque, et nous devons nous organiser pour le faire, sinon la corporation va disparaître. Et j'ai vu un confrère avant-hier qui me dit, non, moi je ne vis plus de la corporation, je fais le business. J'ai dit, oui, toi au moins tu as trouvé les choses dans le business. Mais ça doit rester comme corporation. Aujourd'hui, on ne compte pas le nombre de jeunes que les parents payent pour aller faire des études de journalisme dans les écoles. Et quand ils vont revenir, ils vont faire quoi si la corporation doit disparaître? Je crois que nous avons un combat à faire pour sauver cette corporation. Menace sur la corporation, les professionnels des médias béninois devront se prendre en charge au sérieux le propos du secrétaire général de l'ODEM. Alors je me retourne vers vous, ce quatrième pouvoir, comme on aime à l'appeler, qui accompagne de tout temps toutes sortes de structures. Vous, acteurs du monde syndical, ne pensez-vous pas qu'il y a aussi une partition à jouer pour aider ce corps-là à redorer tout son blason? Non, moi je crois que le syndicaliste a fait beaucoup de choses. Vous vous souvenez qu'on nous a balancé le gaz lacrymogène à la cour en violant la franchise de la cour. Et c'était, au moins le président Talon a été honnête, c'était à 0 francs. Donc chaque fois qu'il y a atteinte portée contre la liberté, on essaie d'être présent. Enfin, quand nous, on était là, Père Azoua Gaston, Pascal Todinou, Lokossou, et puis bon, il y a dans toutes les corporations, il y a toujours des brebis galeuses. Et je n'oublie pas aussi la CSTB. On a fait un juste combat. Nous avons voulu d'un changement, mais c'est le contraire que nous voyons. Et moi, je n'ai pas honte de comparer, parce qu'il faut avoir la possibilité de comparer deux systèmes. Et quand Yahi était là, combien de journalistes ont fait la prison? Pourquoi nous parlons de choses là et on dit non, c'est le changement. Non. On ne peut pas forcer les gens, on ne peut pas mettre camisole dans le cou des journalistes, des gens. Donc, ceux qui s'adonnent, la presse est devenue presque vénale. On a fait un débat ici, vous vous souvenez? Tout à fait. Donc, ceux même qui disent que la presse est vénale, c'est ces gens-là qui financent. Donc, ça aussi, c'est une forme de corruption. On ne peut pas combattre la corruption et prendre en otage un des organes à qui l'on se plaît à donner de l'argent pour ne pas dire la vérité. Le journalisme, c'est d'abord la vérité. Parce que vous êtes quand même des gens à respecter. Vous pouvez porter des changements comme les syndicalistes aussi peuvent porter des changements. Heureusement que pour le moment, ils n'ont pas commencé par arrêter les syndicalistes. On les a mis en veilleuse. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais les syndicats seuls, on a marché ici avec des gens qui portaient des gilets rouges. Vous savez, aujourd'hui, c'est eux qui nous gouvernent et qui font des lois scélérates. Donc, moi, je pense que les gens doivent s'organiser. Ils sont nombreux. Il faut voir combien de quotidiens nous avons tous les jours. Et c'est toujours les titres siamois. Donc une fois encore, le défi, c'est aux professionnels des médias eux-mêmes. Oui, il faut porter... C'est un combat de liberté,
ils trouveront les syndicalistes. Nous, on est toujours à la base de tout temps. Dans le monde entier, c'est les syndicalistes qui sont à la base des changements les plus historiques. Le défi donc reste tout entier. Donc, oui. Nous pouvons les accompagner Okay. si eux-mêmes ils font un minimum d'efforts. Si les professionnels font un minimum d'efforts. Mais s'ils sont là à acclamer tout ce qui se passe, ils vont subir. Marcel Zoumeno, l'ODEM, plus d'une fois, s'est illustré sur plusieurs dossiers. On l'a vu interpeller même des professionnels des médias, les ramener à la région. Alors, avec le nouveau vent qui souffle, vous voulez déjà nous en parler? Avec le nouveau vent qui souffle, l'ODEM se retrouve-t-elle toujours dans son rôle ou change aussi désormais de posture pour une presse aussi responsable? Oui, et je crois que le nouveau mandat dont il fait partie, le nouveau bureau dont il fait partie, quand nous avons été installés, nous avons dit que nous ne serons plus là seulement pour condamner quand les gens portent plainte, pour dire cela, mais beaucoup plus de sensibiliser, d'anticiper sur les dérapages. Et donc, c'est ça qui fait que nous mettons beaucoup plus l'accent sur la formation et la sensibilisation. Actuellement, il y a un projet qui est en cours et qui a été lancé la fois dernière et qui vise à sensibiliser les professionnels des médias sur le livre 6 de ce code. Et c'est justement le livre 6 qui parle des sanctions et les sanctions qu'on nous applique aujourd'hui en tant que cybercriminels alors qu'on n'est que des journalistes. Donc, il y a ça. Mais il faut reconnaître, et je dois le dire ici, que quand vous regardez un peu le champ de l'ODEM est très rétréci. L'ODEM est simplement là. C'est comme ce que les gens disent, le gardien du temple. Nous sommes là nous sommes garants du code de déontologie de la presse. Les combats les combats qu'on doit faire dans la presse en tant qu'organisation syndicale, c'est l'UPMB qui porte cela. Nous, on a un champ qui est très rétréci. Nous sommes là seulement pour veiller au respect du code de déontologie et du respect de l'éthique dans le métier. Mais le combat syndical, c'est un combat à l'UPMB. Et c'est vrai que l'UPMB, moi, je souhaite qu'elle soit une organisation syndicale au vrai sens du terme. Mais ce n'est pas encore ce que nous voulons. Mais actuellement, avec la nouvelle présidente qui fait l'effort, et tout au moins dans chacun des cas où les confrères ont été arrêtés, je crois qu'il a eu des communiqués. Mais nous voulons que l'UPMB aille au-delà des communiqués pour vraiment jouer le rôle d'organisation syndicale qui défend les intérêts des professionnels. Et parlant du communiqué de l'UPMB, le dernier, c'est suite à l'arrestation d'Aristide Roumpavi. L'UPMB aura demandé sa libération immédiate. Aujourd'hui, c'est chose faite, on se frotte tous les mains. Mais alors, cette arrestation est intervenue après la condamnation d'Ignace Soussou. Un dossier toujours fumant, comme je le disais, lui qui a rapporté des propos qui seraient des propos du procureur de la République. On se rappelle, ça fait beaucoup de bruit. Coup de tonnerre désormais, c'est CFI qui revient à la charge. CFI qui n'aurait pas facilité vraiment la tâche au confrère dans ce dossier, qui fait presque son mea culpa et demande la libération pure et simple du confrère. Alors cette nouvelle donne, comment vous l'appréciez? D'abord, la première chose à dire, et ça, il ne faut pas le dire avec en portant des gants, il faut le dire que ce n'est pas appréciable, ce n'est pas honorable. Qu'est-ce qui n'est pas appréciable, honorable? Le micmac du CFI. C'est des confrères. Je devais être personnellement sur cet atelier. Moi, j'étais bloqué à Lomé pour autre chose et je n'ai pas pu venir. Peut-être que si j'y étais, j'aurais pu dire aussi des choses que après CFI va se désolidarité. Quand on va m'arrêter, CFI viendra pour dénoncer mon arrestation. Je trouve que c'est pas élégant. Et moi, j'ai porté ce message que je dis ici à un niveau de responsabilité très élevé. Je ne voudrais pas dire ici, mais je sais que des autorités françaises à des niveaux de responsabilité, je les ai envoyé message personnellement pour leur dire que je ne suis pas content, moi, en tant que Marcel Zoumeno, mais moi, en tant que EJ de l'ODEM, et moi, en tant que citoyen béninois, de la manière dont nos confrères de CFI ont géré ce dossier. C'est pas ça, ne les honore pas, parce qu'effectivement, c'est la première lettre du CFI qu'on a brandie comme charge contre notre confrère Ignace Soussou. Et après, bon, lui aussi avait un antécédent lié à un autre dossier.
pour l'arrêter. C'est pas bien que ça se passe comme ça. Il faut qu'on ait le courage de le dénoncer et de dire que quand des organisations, des confrères viennent dans nos pays, ils doivent être sincères, ils doivent être respectueux de la liberté de presse. Ce que eux, ils ne peuvent pas accepter chez eux, il ne faudrait pas qu'ils viennent cautionner cela ici. Et désormais, ils demandent la libération dans les plus brefs délais d'Ignace Sossou. Alors, ce que c'était appelé volte-face, ça vient quand même à point nommé, non? Jamais trop tard pour mieux faire. Oui, jamais trop tard pour mieux faire, mais ils auraient pu procéder autrement. Ils auraient pu procéder autrement, oui. Dieu donné le Kossou, beaucoup attendent de la libération d'Ignace Sossou. Désormais, c'est une grande mobilisation. CFI revient un peu comme sur ces déclarations, comme le syndicaliste observe cela. Non, moi, je crois que c'est indigne d'une structure comme la CFI de se livrer à ce jeu. On a l'impression qu'il y a des éléments sous-jacents que nous ne maîtrisons pas. Alors, en dehors de cela, mon vis-à-vis a dit tout à l'heure que l'ODEM est là pour former, donner des conseils, machin. Mais est-ce que aujourd'hui, il peut dire qu'il est fier de la presse? Parce que quand vous donnez des conseils avisés, que les journaux font les mêmes titres, est-ce que ces conseils-là, ces formations-là, est-ce que ça porte leurs fruits? Est-ce qu'on est fier de notre presse nationale? Moi, j'ai déjà fait le débat ici avec l'ancien directeur général de l'ORTB, ici, qui est retraité, qui a un langage franc, qui n'a pas fait la langue de bois. Il a dit réellement ce qu'il pense. Alors, donc, moi, je suis un peu gêné que la presse soit uniforme malgré vos efforts. On peut être petit et faire de grandes choses. On peut être petit et faire de grandes choses. Mais Massège Manès, il faut désespérer de la presse, au-delà de tout. Non, mais je crois que toi, Joël, tu connais ma position. Je fais partie de ceux qui disent que je ne suis pas fier de notre presse. Moi, je le dis. Et je le dis en face des confrères. Moi, je le dis. Et donc, mais pour ce qui est de l'impact de notre action, non. Nous, on essaie de les conseiller, on essaie de dire ça, c'est pas bien, mais vous savez, aujourd'hui, la tendance dans le pays, et vous savez qu'aujourd'hui, la plupart, en tout cas, les journalistes de la génération qu'on a aujourd'hui sont très peu souciés de certaines choses, comme le image, comme certaines choses qui nous, en notre temps, ça nous faisait peur. Aujourd'hui, tout le monde veut l'argent, et donc tout le monde court vers ceux qui ont l'argent. Et donc, moi, je le dis sans gêne que la plupart ont opté pour la communication. Ils ne font plus du journalisme, parce que le journalisme demande un peu plus d'efforts, demande que vous recoupiez les informations, demande que vous équilibrez les informations. Mais aujourd'hui, on voit tout dans le même sens. Donc, ils ont opté pour la communication. C'est une option que beaucoup ont fait pour pouvoir survivre, comme ils me le disent souvent. C'est regrettable, mais nous, on ne peut rien. Pendant ce temps, on n'a pas d'argent à les donner. Pendant ce temps, pour ce qui nous unit, il y a ce souhait toujours gardé derrière les barreaux. Et quelles sont les démarches à l'étape où on en est en cours pour espérer voir l'homme recouvrer sa liberté? Je crois qu'il y a d'abord le lobbying qui se fait, la pression que nous faisons, que ce soit l'UPMB qui ne se repose pas sur ces dossiers, je les salue au passage, et l'ODEM qui fait des choses en coulisses. Mais il y a également à côté de ça un groupe de journalistes épris de la liberté de presse, dont je fais partie, qui ont aussi entrepris des actions. Et vous voyez que la plupart aujourd'hui, les photos de Ian Sossou avec Libéré Ian Sossou qui circulent sur les réseaux, c'est nous qui organisons. La pétition, c'est une initiative qui est venue de nous. Et on a fait une démarche pour aller le voir en prison le 31 dernier. Et c'est devant nous que l'un des responsables pénitentiaires nous a dit, et peut-être que comme il a vu des journalistes, il voulait faire un peu son show, a dit bon, je vais te changer de local, et là où tu es là, c'est pas bien, je vais te changer de local. Donc, quelque part, notre visite a eu cet impact-là sur chose-là. Et nous continuons, nous n'allons pas nous reposer. Et le combat continuera jusqu'à la libération de notre confrère, parce que moi, je continue de dire qu'on ne peut pas arrêter, emprisonner un journaliste
qui a relayé des propos de quelqu'un. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore entendu une autorité ou bien l'intéressé parle du procureur, venir nous dire que les propos relayés sont faux. Tout ce qu'on nous dit, sorti de leur contexte, décharge émotionnel, blablabla. Bla, bla, bla. Nous, on n'est pas là pour regarder les décharges émotionnels. Le travail basique du journaliste, c'est d'entendre, c'est de voir et de rapporter. C'est ça que Ian Sossou a fait. Il est inadmissible qu'on l'arrête pour cela. Inadmissible qu'on arrête Ian Sossou dans ces conditions. Les propos sont aussi ceux du responsable bureau africain de Reporters sans frontières, Arnaud Frodjet. C'est prononcé en substance, il déclare ceci. C'est d'autant plus grave ce qui se passe au Bénin, car sur le fond, les propos ainsi que les expressions relayées par le journaliste ont bien été tenues et utilisées dans les contextes qu'on connaît sans que le message soit détourné. Par conséquent, cette condamnation qui est extrêmement lourde, 18 mois de prison, est unique sous la forme et infondée sur le fond. Fin de citation. Dieudonné Lokosso, réaction sur ces propos du directeur responsable Afrique de Reporters sans frontières. Moi, je pense qu'il a fait une analyse impartiale, une analyse juste. Donc, les gens devaient en tenir compte. C'est pour cela que j'ai dit, ne visons pas, le Bénin ne vit pas en autarcie. Vous avez des structures fêtières sur le plan international qui classent, qui fait chaque fois des classements. Alors, je ne sais pas si les gens veulent toujours être dans les derniers rangs ou si on veut s'améliorer. Le temps est presque parti. Très rapidement, je m'en voudrais de ne pas vous poser une autre question pendant qu'on parle d'arrestation. Vous l'avez évoqué rapidement, il y a une chaîne, pas des moindres, qui désormais n'aimait plus Soleil FM, les collègues, pour ainsi dire, à la maison. Des démarches sont aussi en cours dans ce sens-là. Je vais demander d'abord aux consommateurs que vous êtes, comment vous vivez cette situation. Non, j'ai dit que c'est dramatique, c'est triste, c'est une honte même pour notre pays. Donc, fermer une station, c'est comprimer une partie des libertés. Et cette radio-là a rendu beaucoup de services à notre pays. Donc, elle ne mérite pas ce sort. Elle ne mérite pas ce sort. Il en est de même que la Nouvelle Tribune. Chaque fois que moi je serai sur ce plateau, je plaiderai qu'on lève la mesure. Qu'on lève la mesure sur la Nouvelle Tribune, sur Soleil FM, oui, la situation de Soleil FM. Qu'est-ce qu'on peut retenir à l'horizon? Que ce soit le cas de la Nouvelle Tribune, que ce soit de Soleil, parce que la première personne, si je peux utiliser ce mot, pénalisé, c'est le gouvernement lui-même. Comment ça? Oui, parce qu'en réalité, on ne se rend pas compte. Moi, je suis les informations du gouvernement sur Soleil. C'est sur Soleil que moi je suis. Et il y a beaucoup de Béninois, parce que quand on dit ils sont critiques, et c'est la même chose pour Nouvelle Tribune, quand on était le journal Les Essais, nous relayons systématiquement les activités du gouvernement, en tout cas quand on nous invite, mais cela ne nous empêche de faire nos commentaires, nos critiques de journalistes à côté. C'est ce que Soleil fait, c'est le travail basique de tout journaliste. Donc, ceux qui ont fermé Soleil aux Nouvelles Tribunes, c'est au gouvernement qui font du mal. Quand moi je veux suivre les informations du gouvernement, c'est sur Soleil que je suis. Votre conclusion? Non, mais ma conclusion, c'est que je voudrais dire que moi, je suis Nouvelle Tribune, je suis Soleil, je suis Ian Sossou, je suis Casby Peyo, je suis Aristide Ompévi. Je porte ce combat de la lutte pour la liberté de presse au Bénin, parce que c'est un combat que nos aînés ont fait pour qu'il y ait la conférence nationale en 1990. Et pour moi, il n'est pas tolérable qu'on puisse marquer ce recul aussi. Merci Marcel. 15 secondes, le temps est complètement parti. Oui, mais je crois qu'on ne peut qu'être solidaire avec tous ceux qui sont persécutés. Merci à vous, Dieudonné Lokosso, solidaire avec tous ceux qui sont persécutés. Merci également à Marcel Zoumanou. Cher réalisateur, un grand merci. Je m'en voudrais de ne pas conclure sur cette citation empruntée au quotidien français Libération dans sa parution du 7 janvier 2020. On se rappelle alors Charlie Hebdo, cette douleur que le monde a vécue. La liberté, disaient nos confrères le 7 janvier dernier, d'expression n'aurait pas de sens si elle ne servait qu'à protéger les discours consensuels, les filets d'eau tiède et les proclamations à l'eau de rose ou à l'eau bénite. Elle autorise aussi, c'est d'ailleurs sa raison d'être, la liberté d'expression, les propos dérangeants
l'humour qui provoque, les dessins qui incommodent les uns mais font rire les autres. C'est indispensable et c'est cette soupape qu'il faudra encourager pour toute société plurielle, pluraliste et ouverte. Le sel du débat public, la vertu libératrice du rire. Mesdames, Messieurs, merci de nous tenir compagnie et surtout de défendre la liberté, quoi que cela coûte. À très bientôt. Ce serait avec beaucoup de plaisir de vous retrouver pour un autre plateau, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.